Or, il y avait dans notre ville un vieux jésuite qui était la bête noire de mon oncle Sostène. Chaque fois qu'il le rencontrait, ou seulement s'il l'apercevait de loin, il murmurait « Crapule, va !» Puis, me prenant le bras, il me confiait dans l'oreille « Tu verras que ce gredin-là me fera du mal un jour ou l'autre, je le sens. » Mon oncle disait vrai, et voici comment l'accident se produisit par ma faute. Nous approchions de la Semaine Sainte, alors mon oncle eut l'idée d'organiser un dîner gras pour le vendredi, mais un vrai dîner, avec andouille et cervelas. Je résistais tant que je pus, je disais « Je ferai gras comme toujours ce jour-là, mais tout seul, chez moi. » C'est idiot votre manifestation. Pourquoi manifester? En quoi cela vous gêne-t-il que des gens ne mangent pas de viande? Mais mon oncle tint bon. Il invita 3 amis dans le premier restaurant de la ville. Et comme c'était lui qui payait, je ne refusais pas non plus de manifester. Dès 4 heures, nous occupions une place en vue au café Pénélope, le mieux fréquenté. Et mon oncle Sostène, d'une voix forte, racontait notre menu. À 6 heures, on se mit à table. À 10 heures, on mangeait encore. Et nous avions bu, à 5, 18 bouteilles de vin fin, plus 4 bouteilles de champagne. Alors mon oncle proposa ce qu'il appelait la tournée de l'archevêque. On plaçait en ligne devant soi 6 petits verres qu'on remplissait avec des liqueurs différentes. Puis, il les fallait bider coup sur coup pendant qu'un des assistants comptait jusqu'à 20. C'était stupide, mais mon oncle Sostène trouvait cela de circonstance. À 11 heures, il était gris comme un chantre. Il le fallut emporter en voiture et mettre au lit. Et déjà, on pouvait prévoir que sa manifestation anticléricale allait tourner en une épouvantable indigestion. Comme je rentrais à mon logis, gris moi-même, mais d'une ivresse gaie, une idée machiavélique et qui satisfaisait tous mes instincts de scepticisme me traversa la tête. Je rajustai ma cravate, je pris un air désespéré, et j'allais sonner comme un furieux à la porte du vieux jésuite. Il était sourd, il me fit attendre. Mais comme j'ébranlais toute la maison à coups de pied, il parut enfin, en bonnet de coton, à sa fenêtre, et demanda « Mais qu'est-ce qu'on me veut ?» Je criai « Vite, vite, mon révérend père, ouvrez-moi! C'est un malade désespéré qui réclame votre saint ministère. » Le pauvre bonhomme passa tout de suite un pantalon et descendit sans soutane. Je lui racontai d'une voix haletante que mon oncle, le libre penseur, saisi soudain d'un malaise terrible qui faisait prévoir une très grave maladie, avait été pris d'une grande peur de la mort, et qu'il désirait le voir, causer avec lui, écouter ses conseils, connaître mieux les croyances, se rapprocher de l'Église, et sans doute se confesser, puis communier, pour franchir en paix avec lui-même le redoutable pas. Et j'ajoutais d'un ton frondeur, il le désire, enfin. Si cela ne lui fait pas de bien, cela ne lui fera toujours pas de mal. Le vieux jésuite, effaré, ravi, tout tremblant, me dit « Attendez-moi une minute, mon enfant, je viens. »
Mais j'ajoutai: Pardon, mon révérend père, je ne vous accompagnerai pas. Mes convictions ne me le permettent point. J'ai même refusé de venir vous chercher. Aussi, je vous prierai de ne pas avouer que vous m'avez vu, mais de vous dire, prévenu de la maladie de mon oncle, par une espèce de révélation. Le bonhomme y consentit et s'en alla, d'un pas rapide, sonner à la porte de mon oncle Sostène. La servante, qui soignait le malade, ouvrit bientôt, et je vis la soutane noire disparaître dans cette forteresse de la libre pensée. Je me cachai sous une porte voisine pour attendre l'événement. Bien portant, mon oncle eut assommé le jésuite, mais je le savais incapable de remuer un bras. Et je me demandais, avec une joie délirante, quelle invraisemblable scène allait se jouer entre ces deux antagonistes. Quelle lutte, quelle explication, quelle stupéfaction, quel brouillamini, et quel dénouement à cette situation sans issue que l'indignation de mon oncle rendrait plus tragique encore. Je riais tout seul à me tenir les côtes. Je me répétais à mi-voix: Ah, la bonne farce, la bonne farce. Cependant, il faisait froid, et je me perçus que le jésuite restait bien longtemps. Je me disais: il s'explique. 1 heure passa, puis 2, puis 3. Le révérend père ne sortait point. Qu'était-il arrivé? Mon oncle était-il mort de saisissement en le voyant? Ou bien avait-il tué l'homme en soutane? Ou bien s'était-il entremangé? Cette dernière supposition me sembla peu vraisemblable. Mon oncle me paraissait en ce moment incapable d'absorber un gramme de nourriture de plus. Le jour se leva.